Ce fut le bruit de la main de ma mère, s'abattant sur mon visage. Elle a regardé l'uniforme que j'avais gagné avec mon sang, et a prononcé les mots qui allaient déclencher une guerre. Tu es une honte. Elle pensait m'avoir condamné à une vie de déshonneur. Elle ne réalisait pas qu'elle s'attaquait à une générale, et que j'étais sur le point de planifier ma contre-offensive. Je m'appelle Heidi Bruce, je suis major général, et je me tenais comme une étrangère dans ma propre maison. L'air, dans le domaine de la famille Blackwood à Greenwich, dans le Connecticut, était lourd. Il empestait l'argent et le chagrin. Les lys blancs, à l'odeur funéraire et atrocement douce, livraient une bataille perdue d'avance, contre les parfums mêlés des invités. Depuis ma position, près du grand escalier, je regardais les vivants exécuter leur rituel de deuil prescrit, pour mon père, le colonel Sterling Bruce. Des hommes en costume Armani sombre murmuraient des condoléances. Des femmes en robe Chanel tamponnaient des yeux secs. Mon propre uniforme, l'uniforme de service de l'armée, de classe A, me semblait être un objet étranger dans cet océan de tristesse artificielle. Son tissu bleu foncé était trop austère. La rangée de rubans sur ma poitrine était trop bruyante, dans son témoignage silencieux. J'étais une vérité indésirable, dans une maison bâtie sur de beaux mensonges. Une silhouette s'est détachée d'un groupe de personnes en deuil, et s'est approchée de moi. C'était le sénateur Thompson, un vieil ami de mon père. Son visage était marqué par une tristesse authentique. Il a pris ma main dans les siennes. « Général Bruce », a-t-il dit, la voix ferme et emplie de respect. « Heidi. Votre père était si fier de vous. Ce pays vous doit beaucoup. » Avant même que je puisse formuler une réponse, une présence s'est glissée doucement à mes côtés. Ma mère, Sarafina Blackwood. Elle a posé une main sur le bras du sénateur, son sourire poli affichant un éclat terrifiant. « Oh, sénateur, vous êtes bien trop gentil », a-t-elle roucoulé, la voix semblable à du miel, mais empoisonnée. Les invités à proximité se sont tus, leur attention attirée par la matriarche. Heidi a toujours eu un si grand sens civique. Elle a fait une pause, laissant l'insinuation planer dans l'air. Elle fait juste du bénévolat dans son unité, vous voyez. C'est une façon de la garder occupée. Un halètement discret s'est fait entendre, venant d'une personne à proximité. Le visage du sénateur s'est crispé. Mais c'était un politicien, doué pour naviguer dans ce genre de champs de mines sociaux. Il a simplement hoché la tête, et s'est retiré. La gifle invisible avait été donnée. En une seule phrase parfaitement élaborée, ma mère venait de réduire 25 ans de service, et de leadership, à un simple passe-temps, sans aucune importance. Je suis resté immobile. Mes mains gantées étaient croisées dans mon dos, au repos. Ma posture était la seule défense qu'il me restait. J'ai senti la chaleur monter dans mon cou, mais mon visage est resté un masque d'impassibilité militaire. Dès que le sénateur fut hors de portée de voix, le sourire poli de ma mère a disparu. Ses doigts, forts et froids, se sont refermés sur mon biceps. Dans la bibliothèque, tout de suite, a-t-elle sifflé, la voix basse et venimeuse. Elle m'a tiré du hall principal, pour m'emmener dans la bibliothèque au panneau d'acajou, qui avait autrefois été le sanctuaire de mon père. Mes yeux se sont immédiatement posés sur le mur au-dessus de la cheminée. La photographie de moi, tout sourire le jour de la remise des diplômes à West Point, avait disparu. À sa place, trônait une immense nouvelle peinture à l'huile de mon frère, Julian, affichant un air royal et suffisant. J'avais été officiellement effacé. Je t'avais prévenu, a-t-elle commencé, la voix tremblante d'une rage terrifiante par son intensité. Elle a lâché mon bras. Je t'avais dit de ne pas venir ici dans ce costume. Elle s'est tournée, les yeux balayant mon uniforme avec un dégoût non dissimulé. Tu nous fais honte. Tu fais honte à sa mémoire. Cet uniforme lui rendait hommage, mère. Ma voix était basse, et assurée. C'était une erreur. Mon calme n'a fait qu'alimenter sa colère. Lui rendre hommage? Elle a ri. Un son court et ignoble. Tu n'es qu'une assistante glorifiée, une vulgaire employée de bureau qui joue aux soldats. Ne t'avise pas de te tenir dans ma maison, et de me parler d'honneur. Elle a fait un pas de plus, le visage contorsionné. Tu n'es rien d'autre qu'un embarras. Une assistante en uniforme. Tu m'as bien comprise. Et puis sa main, toujours gantée d'un blanc immaculé, a fendu l'air. Le son fut un claquement sec, et brutal, qui a résonné dans la pièce silencieuse, tapissée de livres.
Un feu a éclos sur ma joue, chaud et cuisant. Je n'ai pas tressailli. Je n'ai pas bougé. Mon regard a glissé au-delà d'elle, vers l'embrasure de la porte. Julien se tenait là. Il faisait tourner un verre, contenant ce qui ressemblait à du Macallan 18 ans d'âge. Il avait tout vu. Il a croisé mon regard, pendant une fraction de seconde, a eu un léger haussement d'épaule, presque imperceptible. Puis, il a reporté son attention sur le liquide ambré de son verre. Ce simple geste de dédain fut plus brutal que la gifle elle-même. C'était une confirmation. Dans cette maison, j'étais totalement et irrévocablement seul. J'ai ramené mes yeux vers ma mère. Elle respirait bruyamment. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait, et elle arborait un regard d'une cruauté triomphante sur son visage. Elle pensait avoir gagné. Elle pensait m'avoir finalement brisé. Mais elle avait tort. À cet instant précis, quelque chose en moi a basculé. La chaleur cuisante sur ma joue s'est refroidie. Elle s'est solidifiée, pour devenir quelque chose de dur et d'inflexible. La douleur n'a pas disparu. Elle a été transmutée. Elle est devenue mon carburant. La blessure, l'humiliation, et ces décennies passées à me faire sentir petit et indigne. Tout cela s'est coalescé en un seul point, d'une clarté froide et cristalline. Ma formation, ma vie entière en tant que soldat, a pris le dessus. Je n'étais plus une fille frappée par sa mère. J'étais un commandant évaluant un engagement hostile. J'ai croisé son regard, et pour la première fois de ma vie, je ne l'ai plus vue comme la figure imposante et toute puissante de mon enfance. Je l'ai vue telle qu'elle était réellement, une femme faible, peu sûre d'elle, et terrifiée par tout ce qu'elle ne pouvait contrôler. Ma voix, lorsqu'elle a résonné, n'était pas dans la pièce. Elle était dans ma tête. Calme, précise et absolue. Ce n'était pas une dispute familiale. C'était une déclaration de guerre. J'ai analysé la situation, les atouts, les passifs, l'objectif. Vous venez de commettre une grave erreur tactique, mère. J'ai regardé la pièce, puis le portrait de mon frère, cet espace d'où j'avais été effacé. Vous venez d'attaquer une générale dans sa propre maison. La bataille a commencé. La bataille avait commencé. Mais cette guerre-là, elle avait débuté il y a bien longtemps. Elle ne s'est pas déroulée sur un sol étranger, avec des fusils et de l'artillerie. Mais plutôt dans les couloirs cirés, et les jardins manucurés, du domaine des Blackwood. La brûlure sur ma joue s'était estompée. Mais elle avait été remplacée par une douleur plus profonde. Celle du membre fantôme d'un millier de blessures plus petites, accumulées tout au long d'une vie. Pour comprendre le présent, je devais me replonger dans le passé. Je devais cartographier le champ de bataille de ma propre histoire. Mon esprit a dérivé, vers le printemps de mes 18 ans, l'année de 2 célébrations. Je me souviens d'avoir tenu, dans ma main, la lettre d'acceptation de l'Académie militaire des États-Unis, à West Point. Le papier me semblait lourd, incarnant le poids tangible d'un avenir pour lequel je m'étais battu. Je l'ai montré à ma mère, Sarafina, dans la véranda. Elle arrangeait des roses dans un vase en cristal. Elle n'a même pas levé les yeux. Elle a simplement jeté un coup d'œil à ce blason si prestigieux, et a dit, d'un geste dédaigneux de la main, « Eh bien, au moins, ça te donnera un endroit pour faire quelques petits boulots. C'est toujours mieux que de ne rien faire, je suppose. » Ces mots n'étaient qu'un rejet désinvolte, réduisant l'ambition de toute ma vie à une vulgaire forme de charité. Il n'y a eu aucune fête pour moi. Aucune félicitation. Mais, quelques jours plus tard, mon père, le colonel Bruce, m'a dit de monter dans la voiture. Il a conduit 2 heures vers le sud, jusqu'à Washington. Et nous ne sommes pas allés dans un restaurant chic. Il m'a emmené au Ben's Chili Bowl, sur U Street. Un endroit riche en histoire, mais totalement dépourvu de la prétention que chérissait ma mère. Nous nous sommes assis sur des tabourets en vinyle. L'air était lourd, imprégné de l'odeur des oignons grillés et des épices. Il a commandé 2 chili half smoke. Et, alors que je prenais ma première bouchée, il m'a regardé, les coins de ses yeux se plissant. « Ne laisse jamais personne te dire que ton rêve ne vaut pas la peine d'être célébré, Heidi, a-t-il dit, la voix basse. Et rempli d'une fierté qui m'a semblé plus nourrissante que n'importe quelle nourriture. C'était notre alliance secrète, une rébellion silencieuse, célébrée autour d'un repas à 5 €. Cette même semaine, mon frère Julien a été accepté dans une école de commerce médiocre.
ma mère a organisé une somptueuse fête, au Greenwich Yacht Club. Je me souviens m'être tenu dans un coin, la regardant pavaner avec Julian. Sa voix résonnait d'une fierté fabriquée de toutes pièces. Mon Julian, annonçait-elle à quiconque voulait l'entendre, va bâtir un empire. Le contraste n'était pas seulement saisissant. C'était une ligne dans le sable, tracée avec soin. Julian était un investissement. J'étais une perte sèche. Le souvenir s'est estompé, remplacé par un autre, plus net et plus douloureux. La poussière de Kandahar remplissait mes poumons. J'avais 29 ans, j'étais capitaine, et nous venions de perdre un soldat. Le soldat Miller, 19 ans, originaire de l'Ohio. Avec une photo de sa petite amie du lycée, scotchée à l'intérieur de son casque. Un engin explosif improvisé. À un instant, il était là, en train de rire à propos de l'équipe des Browns de Cleveland. L'instant d'après, il avait disparu. Le poids de tout cela exerçait une pression physique sur ma poitrine, m'empêchant presque de respirer. Ce soir-là, j'ai réussi à passer un appel vidéo chez moi. J'étais désespérément à la recherche d'une connexion avec un monde où les choses avaient un sens. Le visage de ma mère est apparu sur le petit écran pixelisé. Les premiers mots qui sont sortis de sa bouche ne furent pas « Est-ce que tu vas bien ?» ou « Je suis tellement désolé ». Elle a dit « Grand Dieu, Heidi, tu as l'air épouvantable. Est-ce que tu utilises au moins une crème hydratante ?» J'étais sans voix. Je venais de voir mourir un garçon. Je venais d'écrire la lettre adressée à ses parents, celle qui allait briser leur monde. Et elle s'inquiétait pour ma routine de soins de la peau. Avant que je ne puisse retrouver ma voix, Julian a poussé son visage dans le cadre, tout sourire. « Salut Frangine. Devine quoi? Je viens de m'offrir une nouvelle Porsche, une 911 Turbo. C'est une vraie bête. » Je regardais leur visage souriant, si inconscient, depuis l'autre bout du monde. Depuis un monde fait de sable et de pertes. Ils n'étaient pas seulement dans un fuseau horaire différent. Ils étaient sur une autre planète. Une planète où une nouvelle voiture avait plus d'importance qu'une vie perdue. J'ai mis fin à l'appel, sans un mot de plus. Le silence de ma tante était bien plus réconfortant que leur voix. Ce fut le jour où j'ai compris que leur amour était un langage que je ne parlerais jamais. Et que ma réalité était un endroit qu'ils ne visiteraient jamais. L'amertume de ce souvenir m'a ramené au présent. Dans la bibliothèque froide et silencieuse de la maison de mon père. J'ai levé les yeux vers le portrait de Julian, et son sourire peint, qui semblait se moquer de moi. Comment combattre un ennemi qui ne vous voit même pas? Un ennemi qui a déjà décidé que vous n'aviez aucune importance. La voix de mon père, dans un souvenir clair comme le jour, m'a répondu. Nous campions dans la vallée de Shenandoah, des années auparavant. Le ciel était une vaste couverture sombre, piquetée d'1 million de petites lumières. Il a pointé le doigt vers le haut. Ta mère ne voit que les étoiles les plus brillantes, Heidi, avait-il dit, d'une voix douce et grave à mes côtés. Les PDG, les politiciens, ceux qui crient leur propre nom. Mais un vrai soldat, un vrai navigateur, c'est que ce sont les étoiles les moins lumineuses, celles qu'il faut chercher, qui te guident quand tu es perdu dans le noir. Il m'a ensuite raconté l'histoire des 4 aumôniers du USS Dorchester, pendant la Seconde Guerre mondiale. Ceux qui avaient donné leur propre gilet de sauvetage à d'autres soldats, et qui avaient coulé avec le navire, bras dessus, bras dessous. Ce n'étaient pas les généraux, avait dit mon père. Ils étaient les étoiles les moins brillantes. Sois une de ces étoiles, ma chérie. Sois discrète, sois inébranlable. Et ne perds jamais, au grand jamais, ton chemin. Debout dans les ruines de la dernière attaque de ma mère, ces mots sont devenus ma seule boussole. La guerre avait commencé, et j'étais dans le noir. Mais je me suis souvenu de sa leçon. Je me suis souvenu des étoiles. Mais où sont-elles maintenant, papa? Comment suis-je censé les trouver, dans cette obscurité? Vous êtes-vous déjà senti ainsi? Comme si vous naviguiez grâce à une carte que vous seul pouviez voir. Comme si vous vous battiez pour un honneur que vous seul compreniez. Lorsque les personnes qui sont censées être vos étoiles les plus brillantes, sont celles-là même qui créent l'obscurité. Vous devez alors apprendre à trouver la lumière, à l'intérieur de vous-même. Et j'ai su, alors, avec une certitude qui s'est ancrée au plus profond de moi. J'ai su qu'il était temps pour moi d'apprendre à être ma propre étoile. Même si personne d'autre ne pouvait voir cette lumière. L'obscurité, au sujet de laquelle j'avais interrogé mon père, est arrivée plus tôt que je ne l'avais prévu.
Elle ne s'est pas présentée sous la forme d'une force ennemie, mais à travers un appel téléphonique sec et impersonnel, une semaine après les funérailles. C'était l'avocat de ma mère. Un homme dont la voix était aussi lisse et froide que le marbre du hall des Blackwood. Il m'a informé que le domaine subissait des rénovations complètes et que mes effets personnels devaient être retirés de ma chambre dans les 48 heures. Ce n'était pas une demande. C'était un avis d'expulsion, délivré avec la courtoisie stérile d'un mémo d'entreprise. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas haussé le ton. J'ai simplement répondu, compris, et j'ai raccroché. Le temps de se battre sur ce front-là était révolu. Le lendemain, je suis retourné à la maison de Greenwich, pour la toute dernière fois. J'ai emballé ma vie entière, dans une seule cantine militaire vert olive. Il n'y avait pas grand-chose. Mes uniformes, quelques livres, le vieil échiquier de mon père. Et les photos encadrées, qu'il gardait sur son bureau. Tout le reste de la pièce, les meubles, les œuvres d'art, les souvenirs que ma mère avait sélectionnés avec soin, je les laissais derrière moi. Alors que je traînais la lourde malle sur le sol lustré du grand salon, je pouvais entendre ma mère, dans le petit salon attenant. Elle discutait avec enthousiasme de nuancier de peinture, avec un architecte d'intérieur. Je pense à quelque chose de gris tourterelle, ou peut-être bleu œuf de rouge-gorge, disait-elle. Elle n'a même pas pris la peine de lever les yeux. Pour elle, j'étais déjà parti. Juste un vieux meuble de plus, qu'on évacuait pour faire de la place au neuf. L'image était saisissante. Une générale 2 étoiles, décorée pour avoir servi dans 2 guerres, traînant toute sa vie dans une boîte. Et ce, hors de la maison où elle avait grandi, aussi invisible qu'un fantôme. J'ai trouvé un petit appartement d'une chambre à Alexandria, en Virginie. C'était un endroit anonyme, avec des murs beiges, et une vue sur un bâtiment en briques. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je n'avais aucune mission, aucun horaire, personne à qui rendre des comptes. Le silence était assourdissant. J'ai pensé, naïvement, que mes compétences seraient transférables. Après tout, un général est le PDG d'une organisation très complexe, aux enjeux cruciaux. J'ai peaufiné mon CV, et je l'ai envoyé à quelques cabinets de conseil en sécurité de premier plan, dans la région de Washington. J'ai obtenu un seul entretien. Le recruteur était un jeune homme, à peine 30 ans, avec un costume impeccable, et un sourire qui l'était encore plus. Il a parcouru mon CV, ses yeux s'écarquillant à la vue de mes médailles et de mes postes de commandement. C'est très impressionnant, général, a-t-il dit, d'un ton condescendant. Mais ce que nous recherchons vraiment, ce sont des managers avec une expérience spécifique en matière de perte et profit d'entreprise. Votre profil semble davantage orienté vers les opérations de soutien général. Des opérations de soutien général. C'était l'expression de ma mère. Donner un coup de main, mais habillé d'un jargon d'entreprise. Il regardait une carrière forgée dans le creuset du leadership sous le feu de l'ennemi. Là où les décisions signifiaient littéralement la vie ou la mort. Et tout ce qu'il voyait, c'était un manque d'expérience avec des tableurs Excel. Les médailles sur ma poitrine, chacune représentant une mission, une campagne, un sacrifice, étaient soudainement devenus aussi inutiles que des jetons de salle d'arcade. J'ai alors réalisé que le monde extérieur, avec sa propre manière polie, pouvait être tout aussi méprisant que ma propre famille. J'étais surqualifié, et sous-qualifié, tout en même temps. Cette nuit-là fut la plus longue. L'appartement ressemblait moins à une maison, et plus à une cellule de détention. Le silence m'oppressait, rempli des fantômes des mots de ma mère, du rejet poli du recruteur. Et du poids écrasant de ma propre futilité perçue. Je me suis assise sur le sol du salon vide. Les lumières de la ville peignaient des motifs stériles sur le mur. J'étais à la dérive, perdu. Les étoiles dont mon père m'avait parlé, étaient introuvables. Effacées par l'éclat de la ville, et par mon propre désespoir. Et puis, un autre souvenir de mon père a refait surface. Non pas de lui en tant que colonel, mais en tant qu'homme. Il avait lutté, lui aussi, après sa propre retraite. Je me suis souvenu d'avoir trouvé une petite carte usée, glissée dans son portefeuille. Dessus était inscrite une prière. Une prière vers laquelle il s'était tourné, lorsque son propre monde semblait échapper à tout contrôle. J'ai fermé les yeux, et les mots me sont revenus. Une véritable bouée de sauvetage dans l'obscurité. Mon Dieu, ai-je murmuré dans la pièce vide, la voix tremblante. Accordez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer.
Je ne peux pas changer ma mère. Je ne peux pas changer sa cruauté, ni l'indifférence de mon frère. J'ai accepté ce fait. Un petit nœud dur de colère, dans ma poitrine, a semblé se desserrer. Le courage de changer les choses que je peux. Je pouvais changer cet appartement. Je pouvais changer ma routine. Je pouvais me changer, moi-même. Le pouvoir n'était pas à l'extérieur. Il était juste ici. Et la sagesse d'en connaître la différence. La sagesse, c'était de savoir quelle bataille mener. La bataille contre l'opinion de ma mère était une cause perdue. Mais la bataille pour mon propre respect de moi-même. Ça, c'était une guerre que je devais gagner. Un profond sentiment de calme m'a envahi. Une paix silencieuse, que je n'avais pas ressentie depuis des années. Le lendemain matin, j'étais debout à 5 heures. J'ai mis mes chaussures de course, et j'ai couru 5 miles le long du Potomac. À mon retour, j'ai vidé ma malle militaire. Je n'ai pas fait que ranger mes affaires. Je les ai disposées avec une précision militaire. Les livres de mon père sur une étagère. Mes uniformes, parfaitement accrochés dans le placard. Je reprenais le contrôle, une petite action disciplinée à la fois. Je construisais une nouvelle forteresse. Ma forteresse. Juste au moment où je terminais, mon téléphone a vibré sur le comptoir de la cuisine. Je ne connaissais pas le numéro. Il était simplement affiché, appel inconnu. Pendant un instant, j'ai envisagé de laisser sonner jusqu'au répondeur. Mais quelque chose, une lueur d'instinct, m'a dit de répondre. Allô, ai-je dit, la voix assurée. Une pause a suivi, puis une voix de femme, hésitante, mais claire, a retenti. Général Bruce, ici le capitaine Calin Vance. Nous devons parler. Calin Vance. Le nom m'a interpellé, mais le contexte semblait faux. Elle était la fiancée de mon frère, et faisait partie de leur monde, fait de clubs nautiques et de galas de charité. Mon premier instinct fut la prudence. Cela pourrait être un nouveau coup dans le jeu de ma mère. Une attaque d'un autre genre, dissimulée sous des airs de sollicitude. J'ai accepté de la rencontrer, mais à mes propres conditions. J'ai choisi un petit café tranquille, près du Memorial Women in Military Service for America. Un lieu d'honneur silencieux, et inébranlable, qui ressemblait à un sanctuaire. Je suis arrivé la première. J'ai choisi une table dans un coin, qui m'offrait une vue dégagée sur l'entrée. C'était une vieille habitude, évaluer un nouvel environnement pour y repérer d'éventuelles menaces. Lorsque le capitaine Vance est entré, elle portait sa tenue de service de l'armée de l'air. L'uniforme bleu était impeccable et immaculé. Elle m'a repéré, et ses épaules, qui étaient tendues, ont semblé se redresser avec détermination. Elle a marché jusqu'à ma table, la posture parfaite. Elle n'a pas proposé de me serrer la main. Elle s'est simplement tenue au garde-à-vous pendant un bref instant, avant de s'asseoir. Général Bruce, a-t-elle dit. Sa voix était claire, mais portait une tension sous-jacente. Merci de me rencontrer. Elle n'a pas commandé à boire. Elle est simplement restée assise là, le dos droit, les mains posées soigneusement sur la table devant elle. L'attitude militaire formelle était tellement hors de propos, dans ce café détendu. Et pourtant, c'était un langage que je comprenais mieux que n'importe quelle amabilité sociale. J'ai attendu, ma propre posture reflétant une neutralité calculée. Madame, j'étais à la réception après les funérailles, a-t-elle commencé, les yeux fixés sur un point juste au-dessus de mon épaule. J'étais debout près de la bibliothèque. J'ai vu. Et j'ai entendu ce que votre mère a fait. Ce qu'elle a dit. Elle a finalement croisé mon regard. Et ses yeux étaient emplis d'une indignation ardente, qui m'a prise par surprise. Et je ne peux pas, en mon âme et conscience, garder le silence. Elle a pris une profonde inspiration, et l'histoire est sortie d'un trait, sa voix tremblant légèrement sous le coup du souvenir. Madame, Julian et votre mère, ils ne vous connaissent qu'à travers les fêtes et les coupures de presse. Moi, je vous connais par l'odeur de la fumée, et par le bruit des pales d'hélicoptères. Ces paroles m'ont transporté une décennie en arrière, dans la vallée de Korangal en Afghanistan, la vallée de la mort. Je pouvais presque sentir le sable crisser sous mes dents. Mon hélicoptère avait été touché par un RPG, a-t-elle dit, la voix à peine audible. Et nous étions coincés. Une équipe de reconnaissance de 12 personnes, complètement encerclées. L'évaluation du commandement, c'était que nous étions une cause perdue.
Le risque d'une opération de sauvetage était trop élevé. Ils allaient nous laisser tomber. Elle a fait une pause, avalant difficilement sa salive. Mais vous étiez dans l'attente de commandement. Vous avez entendu l'appel. Vous êtes passé outre leurs ordres. Vous avez vu une possibilité stratégique, là où eux ne voyaient qu'une défaite. Vous avez mis sur pied une force de réaction rapide, et vous avez mené la charge vous-même. Le souvenir était un flou de chaos maîtrisé. Des ordres hurlés par-dessus le rugissement assourdissant des coups de feu, et le goût de cuivre dans ma bouche. Votre mère vous a traité d'assistante, a dit Kaline. Et maintenant, des larmes perlaient dans ses yeux. Des larmes de colère, pas de tristesse. Mais pour moi, et pour les 11 autres âmes que vous avez extirpées de cette vallée ce jour-là. Madame, vous étiez Dieu en personne. Le mot est resté suspendu dans l'air entre nous, brut et puissant. Pendant un instant, je n'ai plus pu respirer. C'était une validation si pure, si absolue, qu'elle ressemblait à une force physique. Toutes ces années passées à être rabaissée, à être traitée de fardeau, à me faire sentir que l'œuvre de ma vie n'était qu'une futilité. Tout cela a été incinéré, par la chaleur de son témoignage. J'ai laissé échapper une inspiration, que je n'avais pas réalisé avoir bloquée. Une chaleur s'est répandue dans ma poitrine. Un sentiment que je ne croyais même plus possible. Elle a poussé une petite clé unique, sur la table. Elle était simple, sans fioriture. C'est une clé de rechange de mon appartement, à Arlington, a-t-elle dit, sa voix retrouvant sa fermeté militaire. C'est un immeuble sécurisé. Si jamais vous avez besoin d'un endroit sûr, d'une retraite tactique. Considérez-le comme votre base d'opération avancée. Je suis votre soldat, général. Sur n'importe quel champ de bataille. Et cela inclut celui-ci. J'ai regardé la jeune capitaine. Et, face à la loyauté inébranlable dans ses yeux, j'ai compris ce que mon père voulait dire. C'était elle, l'étoile discrète. Une lumière constante dans cette obscurité accablante. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai ressenti une lueur d'espoir. J'ai senti que je n'étais pas entièrement seul dans cette guerre. Nous sommes restés assises dans un silence confortable, pendant quelques minutes. Deux soldats qui se comprenaient, sans avoir besoin de plus de mots. Une paix fragile s'est installée au-dessus de notre petite table. Et puis, la cloche au-dessus de la porte du café a tinté, et cette paix a volé en éclats. Julian se tenait là. Son costume hors de prix semblait déplacé. Son visage était un masque d'agacement. Il n'a même pas jeté un regard à Kaline. Ses yeux, froids et méprisants, étaient fixés sur moi. Il a marché vers notre table, ses pas résonnant bruyamment dans le café, soudainement silencieux. « Kaline » a-t-il dit, la voix dégoulinante de condescendance, alors qu'il remarquait enfin sa fiancée. Bien que son regard furieux soit toujours braqué sur moi. « Qu'est-ce que tu fais ici, avec elle ?» Il a craché le dernier mot, comme si c'était un déchet dans sa bouche. L'air a crépité d'une tension nouvelle, et immédiate. La chaleur dans ma poitrine a disparu, remplacée par l'acier froid et familier, d'un périmètre défensif. Le bref cessez-le-feu était terminé. L'ennemi était aux portes. Quelques jours après ma rencontre avec Kaline, l'ennemi a lancé un assaut frontal. Ils n'ont pas utilisé de tactique militaire. Ils ont usé d'une arme bien plus insidieuse, la façade de la famille. Ils sont apparus à la porte de mon petit appartement d'Alexandria, à l'improviste. Ma mère, Sarafina, et mon frère, Julian. Ma main s'est instinctivement crispée sur la poignée de porte, tout mon corps se tendant dans l'attente d'une confrontation. Mais Sarafina était passée maître dans sa propre forme de guerre. Elle n'est pas arrivée avec de la colère. Elle est arrivée avec une performance digne d'un Oscar. Ses yeux étaient habilement maquillés pour simuler le chagrin. Elle m'a tendu un somptueux panier garni de chez Dean et de Lucas. Une offre de paix, qui ressemblait davantage à un pot de vin. « Heidi, chérie » a-t-elle commencé, la voix n'étant plus qu'un murmure doux et tremblant. Elle a tendu les bras, et m'a donné une brève étreinte rigide, dépourvue de toute chaleur. Je suis si désolé. Je ne suis plus moi-même depuis. Depuis le départ de ton père. Je suis en deuil. Elle m'a regardé, avec des yeux implorants. Nous sommes une famille, Heidi. Nous devons nous protéger les uns les autres, aujourd'hui plus que jamais. Je suis restée silencieuse. Mon système d'évaluation des menaces internes,
fonctionnait à son niveau d'alerte maximale. C'était une campagne de love bombing classique. Une manœuvre d'école, pour abaisser mes défenses. Julien s'est avancé, son expression étant un mélange soigneusement dosé d'enthousiasme et d'inquiétude fraternelle. « Maman a raison, Frangine », a-t-il dit, en posant une main sur mon épaule. Et j'ai de bonnes nouvelles. Une occasion de restaurer le nom de la famille. De bâtir sur ce que papa a commencé. Il a parlé d'un énorme contrat gouvernemental. Un accord qui assurerait l'héritage des Blackwood pour des générations. Ces mots étaient grandiloquents, mais vagues. Conçus pour faire appel à un sens du devoir que je ne ressentais plus envers eux. Toute cette performance était d'une douceur tellement écœurante, et d'une fausseté si transparente, qu'un œuf froid d'effroi s'est formé dans mon estomac. Je savais que la véritable exigence allait suivre. Julien, en parfait manipulateur, en est venu au fait. Il a posé un épais portfolio relié en cuir, sur ma petite table de cuisine. Cet accessoire coûteux semblait absurdement déplacé, dans mon appartement spartiate. C'est un important contrat de sous-traitance dans la défense, a-t-il expliqué, en l'ouvrant sur une page de signature. Mais il y a un petit hic. L'entrepreneur principal exige qu'un membre du conseil d'administration, possédant une habilitation de sécurité active très secret SCI, se porte garant. Ce n'est qu'une formalité, bien sûr. Mon sang s'est glacé. L'habilitation top secret sensitive compartimentait d'informations. Ce n'était pas un simple niveau de sécurité. C'était la plus haute déclaration de confiance que le gouvernement des États-Unis puisse accorder à un citoyen. C'était le symbole de toute ma carrière, de mon intégrité inébranlable. Et lui, il appelait ça une formalité. Il s'est penché en avant, avec une lueur complice dans les yeux. Tu signes juste ici, en tant que membre honoraire du conseil d'administration. On met ton nom sur l'entête, et c'est tout. C'est gagnant-gagnant. Il a ensuite ajouté l'insulte finale, et fatale, un petit sourire en coin jouant sur ses lèvres. Écoute, même si tu ne fais que donner un coup de main dans ton unité, cette étoile de général sur ton épaule a encore de la valeur pour nous. C'était ça. L'offre empoisonnée, étalée au grand jour. Il ne me respectait pas. Il n'accordait aucune valeur à mon service. Il considérait mon honneur, et l'œuvre de ma vie, comme une simple marchandise. Un vulgaire outil, à utiliser pour leur propre fin cupide. J'ai pris le document, mes yeux balayant les petits caractères. Mon entraînement à la lecture des notes de renseignement s'est activé. J'ai vu les signaux d'alarme immédiatement. Une société écran dans le Delaware. Des clauses de responsabilité aux formulations vagues. Le nom d'un entrepreneur de la défense, notoirement connu pour prendre des raccourcis. Ce n'était pas un contrat. C'était un piège. Il ne me demandait pas d'être garante. Il me demandait d'être le bouc émissaire. Il me demandait de renoncer à mon honneur, à ma liberté, et à l'héritage même du père, qu'il prétendait vouloir protéger. Ce fut la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Le dernier fil fragile d'espoir, d'avoir un semblant de famille ou de décence, s'est rompu. Une fureur froide et dure, pure et absolue, a monté en moi. Ce n'était pas la colère brûlante et explosive, typique d'une dispute familiale. C'était la colère concentrée, et précise, d'un commandant dont les principes fondamentaux venaient d'être violés. J'ai reposé le portfolio sur la table, et j'ai levé les yeux, croisant le regard plein d'attente de mon frère, puis celui suppliant de ma mère. Mon visage était totalement impassible. Ma voix, quand j'ai parlé, était dénuée de toute émotion. Elle était aussi froide, et dure que l'acier. Non. Le mot, silencieux mais absolu, est resté suspendu dans l'air. L'expression de tristesse feinte de Sarafina a vacillé. « Qu'est-ce que tu as dit » a-t-elle balbutié. « Heidi, c'est pour la famille. » Je me suis levé. Mon mètre 70 m'a soudainement semblé beaucoup plus grand. Je l'ai regardé directement, puis j'ai regardé Julien. Non plus en tant que fille, ou sœur, mais en tant qu'officier supérieur, s'adressant à du personnel insubordonné. J'ai dit, non, ai-je répété, la voix claire et inébranlable. J'ai passé 25 ans à bâtir mon honneur. Je ne le laisserai pas être démantelé en 5 minutes, pour satisfaire votre cupidité. J'ai ramassé le portfolio, et je l'ai tendu à Julien. Prenez votre proposition, et quittez mon domicile. Leurs visages sont passés d'une fausse inquiétude, à une rage non dissimulée.
Les masques étaient tombés. Espèce d'ingrate, a commencé ma mère. Mais je l'ai coupé, d'un simple regard. Sortez. L'unique mot était un ordre, pas une requête. Ils ont arraché le portfolio, et sont sortis en trombe, en claquant la porte derrière eux, laissant une traînée de jurons étouffés dans leur sillage. Je me tenais seul dans le silence. Mon cœur battait à tout rompre. Non pas de peur, mais sous l'effet de l'adrénaline d'une bataille, enfin engagée. La ligne avait été tracée. Ils m'avaient montré leur ultime mouvement. Maintenant, c'était à mon tour de jouer. J'ai marché jusqu'à mon téléphone. Mes doigts étaient stables, tandis que je faisais défiler mes contacts, jusqu'à un nom que je n'avais pas appelé depuis des années. Un nom enregistré sous le code Manerva. J'ai appuyé sur le bouton d'appel. Il a répondu à la deuxième sonnerie. Harry, ai-je dit, la voix calme et résolue. C'est Heidi Bruce. Nous devons parler. Immédiatement. Harry Thorne vivait dans un brownstone historique à Georgetown. Une rue calme, qui masquait bien le monde de secrets qu'elle abritait probablement. Lorsqu'il a ouvert la porte, il ressemblait exactement au souvenir que j'avais de lui, lors des fêtes de Noël de mon père. Des cheveux poivre et sel, une chemise impeccablement repassée, et des yeux de faucon. Vifs, et qui ne laissaient rien échapper. Il était le meilleur ami de mon père. Une légende de la défense intelligence et agency. Il n'a pas offert d'étreinte, ni de platitudes vides de sens. Il a simplement hoché la tête, et a dit, Heidi, entre ici. Il m'a conduite dans un bureau, tapissé de livres d'histoire et de stratégie militaire. Il a versé 2 tasses de thé noir. Ses mouvements étaient précis, et économiques. J'ai relaté les événements des dernières semaines, des funérailles jusqu'à l'offre de contrat empoisonné. Ma voix était ferme. Je livrais les faits comme s'il s'agissait d'un rapport de terrain. J'ai dépouillé le récit de toute émotion, ne présentant que la réalité tactique de la situation. Harry a écouté sans m'interrompre. Son regard n'a jamais quitté mon visage. Quand j'ai eu terminé, il a pris une lente gorgée de son thé. Il n'a pas dit, je suis tellement désolé de ce que tu traverses. Il n'a pas dit, ta mère a toujours été difficile. Il m'a regardé, les yeux brillants d'un feu stratégique familier. Et il a livré l'évaluation la plus validante que j'ai jamais entendue. Ta mère ne t'attaque pas seulement sur le plan émotionnel, Heidi, a-t-il déclaré, la voix calme et analytique. Elle mène une campagne de guerre de l'information systématique, conçue pour effacer ton identité, et prendre le contrôle de l'héritage de ton père. Il a posé sa tasse. Nous allons monter une riposte proportionnée. Ces mots ont eu l'effet d'une clé tournant dans une serrure, que je ne savais même pas rouiller. Il n'a pas vu une fille en deuil. Il a vu une menace stratégique, une opération. Il a donné un nom à ma douleur, un cadre. Et ce faisant, il m'a rendu mon pouvoir. Je n'étais pas seulement une victime. J'étais une cible dans un conflit définissable. Et je savais comment opérer, dans un conflit. Suis-moi, a-t-il dit en se levant. Il m'a fait passer par une porte dissimulée en bibliothèque, pour entrer dans une pièce qui m'a coupé le souffle. C'était une salle de crise privée. Un mur entier était recouvert par un immense tableau blanc. Un autre abritait une série de moniteurs, actuellement éteints. La pièce était insonorisée, et sécurisée. C'était le véritable bureau d'Harry. Il a pris un marqueur effaçable à sec. Cartographions le champ de bataille, a-t-il dit. Sur le tableau, il a dessiné un diagramme. En haut, il a écrit « Sarafina Blackwood, centre de gravité ». En dessous, Julian Blackwood, acteur principal. Il a tracé des lignes pour les relier à leur source de pouvoir, fiducie familiale Blackwood, relation à Wall Street, influence sociale, Greenwich NYC. Il a encerclé leurs faiblesses, arrogance, dépendance à l'image publique, potentielles irrégularités financières. Je me suis approché du tableau, j'ai pris un marqueur de couleurs différentes, et j'ai ajouté une nouvelle case, Capitaine Colin Vance, agent sur place. Harry l'a regardé, et a fait un bref hochement de tête approbateur. Bien. Qui d'autre? Nous avons travaillé pendant 1 heure. Mon angoisse personnelle s'est transformée en un plan opérationnel froid, et concret. La rage qui bouillonnait en moi, était désormais canalisée vers des objectifs, et des échéances. Finalement, Harry a reculé d'un pas du tableau. Notre objectif n'est pas la vengeance, a-t-il dit,
prenant le ton d'un commandant briefant son état-major. La vengeance est brouillonne et émotionnelle. Notre objectif est la neutralisation de la menace. Nous allons démanteler leur opération en exposant la vérité, sécurisant ainsi l'héritage de Sterling, et rétablissant ton identité. C'est une campagne. Heidi. Pas une querelle de famille. Tu dois la traiter comme telle. La clarté de la situation était exaltante. Il parlait mon langage. Il ne me voyait pas comme une femme brisée, mais comme la générale que j'avais été formé à être. Il avait confiance en mes capacités. Il s'est ensuite dirigé vers une armoire verrouillée, et l'a ouverte. Il a sorti 2 petits objets noirs. Il a placé l'un d'eux dans ma main. C'était un enregistreur audio numérique, pas plus gros qu'un bouton de mon manteau. L'autre était une clé USB lourdement cryptée. Ta mission, si tu l'acceptes, a-t-il dit, avec une rare lueur d'humour dans les yeux, est de recueillir des renseignements. Enregistre tout. Chaque appel téléphonique, chaque conversation. Julian est arrogant. Il va présumer de ses forces. Et essayer de te recontacter. Le capitaine Vance est notre atout à l'intérieur de leur périmètre. Elle fournira ce qu'elle pourra. Nous sommes en train de constituer un dossier. Il a tapoté le tableau blanc avec son marqueur. Un dossier. Ton dossier. La vérité. J'ai refermé ma main sur le métal froid des appareils. Le poids était insignifiant, mais il me semblait aussi substantiel qu'un fusil. Un sentiment d'utilité, net et précis, m'a envahi. Le brouillard du chagrin et de la confusion s'était dissipé. Je n'étais plus perdu dans le noir. On m'avait confié une mission. J'avais un commandant, et j'avais un plan. La guerre venait de trouver sa stratégie. Les jours qui ont suivi furent un tourbillon d'actions froides et calculées. Mon petit appartement s'était transformé en un poste de commandement clandestin. La campagne, pour constituer le dossier, avait commencé. Harry avait raison. L'arrogance de mon frère était sa plus grande vulnérabilité. 2 jours après leur visite désastreuse, Julian a appelé. Son ton était passé d'une feinte inquiétude à des intimidations impatientes. Avec l'enregistreur, de la taille d'un bouton, Kerry m'avait donné qui était actif dans ma poche où j'ai écouté. Julian alternait entre des menaces d'exclusion définitive de la famille et des tentatives de me séduire avec une part des profits. Chaque mot était un clou supplémentaire dans son propre cercueil, capturé dans un format audio numérique impeccable. Renseignements acquis. Téléchargé sur le disque sécurisé. Notre agent sur place, le capitaine Colin Vance, s'est révélé être aussi courageuse dans cette nouvelle forme de guerre, qu'elle l'était sur le champ de bataille. Sous couvert de planifier son mariage avec Julian, elle a pu accéder à son bureau personnel. Un soir, alors qu'il était en conférence téléphonique, elle a mené une opération rapide et silencieuse. Elle a copié le contenu du disque dur de son ordinateur portable, sur la clé USB cryptée qu'Kerry avait fournie. Le risque était immense. Si elle avait été prise, les conséquences auraient été catastrophiques. Mais ses nerfs ont tenu bon. Données sécurisées, en attente d'analyse. Les fichiers étaient une véritable mine d'or. Les emails entre Julian et ma mère exposaient leurs plans dans des détails écœurants. Un effort systématique, pour me marginaliser, et consolider leur contrôle sur la succession de mon père. Et ce, bien avant son décès. Ils discutaient d'avocats, de comptes offshore, et de stratégies pour me faire déclarer mentalement inapte à gérer mes propres affaires, au cas où je résisterais. C'était bien pire que ce que j'avais imaginé. Ce n'était pas seulement de la cupidité. C'était une diffamation préméditée. Un soir tranquille, après avoir passé en revue le dernier dossier de renseignement, une vague d'épuisement m'a submergé. J'ai ressenti le besoin de me connecter à quelque chose de réel, quelque chose appartenant à mon père, qui ne serait pas entaché par ce conflit. J'ai sorti sa vieille malle militaire du placard. Alors que je triais ses affaires, ses uniformes d'apparat, ses livres sur l'histoire militaire, sa collection de biographies présidentielles. Mes doigts ont effleuré une planche mal fixée au fond. Curieuse, je l'ai soulevée. En dessous se trouvait un double fond. Et, à l'intérieur, niché dans cet espace sombre, se trouvaient 2 objets. Un journal intime usé, relié en cuir, et une épaisse enveloppe Kraft, scellée à la cire. Mon cœur s'est mis à battre à tout rompre. J'ai ouvert le journal. C'était l'écriture de mon père.
familière et assurée. Ce n'était pas le journal de bord de sa carrière militaire, mais un journal privé, commencé dans les années qui ont suivi mon départ pour West Point. J'ai lu, et le monde s'est effacé. Il écrivait sur sa fierté. Une fierté qu'il sentait ne pas pouvoir exprimer ouvertement, en présence de Sarafina. Il parlait de ses disputes avec elle, de son mépris pour la voie que j'avais choisie. Une entrée, datant d'il y a une décennie, m'a particulièrement marqué. Sarafina ne comprend pas, écrivait-il. Elle voit le service d'Heidi comme un rejet de notre monde, du nom des Blackwood. Elle ne peut pas concevoir que l'honneur n'est pas quelque chose qui s'achète. Lors d'une vente aux enchères de charité. L'honneur d'Heidi est forgé dans le feu. Je m'inquiète pour elle. Je m'inquiète de ce qu'ils feront, quand je ne serai plus là pour m'interposer. En lisant ces mots, une digue s'est rompue à l'intérieur de moi. Un sanglot brut et rauque s'est échappé de mes lèvres. C'était la première fois que je pleurais, depuis sa mort. Ce n'était pas que de simples mots sur une page. C'était la validation dont j'avais été avide toute ma vie. Le témoin silencieux de ma lutte. Il l'avait vu. Il avait su. Il s'était inquiété pour moi. Le chagrin était immense, mais s'y mêlait une gratitude profonde et douloureuse. Les mains tremblantes, j'ai ramassé l'enveloppe scellée. Mon nom, Heidi Ann Bruce, était inscrit sur le devant, de sa belle écriture cursive. J'ai brisé le seau de cire. À l'intérieur, se trouvait un document légal. Un codicile à son testament, daté et notarié à peine 6 mois avant sa mort. J'ai lu le jargon juridique, mon esprit tournant à toute vitesse, pour en saisir toute la portée. En des termes clairs, et sans la moindre ambiguïté, mon père stipulait qu'en cas de décès, l'intégralité de sa succession personnelle distincte des actifs partagés avec ma mère devait être placée dans une fiducie privée. Cela comprenait son portefeuille d'investissement, ses économies. Et, de façon plus critique encore, l'acte de propriété de la maison de Greenwich, qui appartenait à sa famille bien avant qu'il ne rencontre Sarafina Blackwood. L'unique fiduciaire, disposant de l'autorité absolue et finale sur ce fonds? Moi. Il avait prévu leur cupidité. Il avait anticipé leur campagne pour me déshériter. Et, depuis l'au-delà, il avait bâti une ultime ligne de défense. Ce n'était pas seulement un document légal. C'était un bouclier. C'était une arme. C'était le dernier acte protecteur, et plein d'amour, d'un père qui avait compris la guerre que sa fille allait devoir mener. J'ai tenu le papier dans ma main, en ressentant tout son poids. Le dossier que nous montions était solide. Il contenait des emails, des dossiers financiers, et des conversations enregistrées. C'était une affaire montée sur la base de leurs propres mensonges, et de leur tromperie. Mais ça, c'était différent. C'était la vérité codifiée, et transformée en arme. C'était l'arme secrète que mon père m'avait laissée. Le tableau de la salle de Chris Derry a traversé mon esprit. Tout le paysage stratégique venait de changer. Ce n'était plus seulement une contre-offensive. C'était un échec et mat. Le gala de charité annuel de la Blackwood Foundation, qui se tenait dans l'aile égyptienne du Metropolitan Museum of Art, était le joyau de l'empire mondain de ma mère. C'était une démonstration éblouissante de pouvoir et d'influence, où l'élite de New York se rassemblait, pour signer des chèques. Et pour affirmer sa propre bienveillance, sous le regard attentif des anciens pharaons. C'était sa salle du trône. Sa scène ultime. Et ce soir, nous allions la réduire en cendres. Je suis entré, flanqué d'Harry Thorne et de mon avocat, Monsieur Davis. Je ne portais pas mon uniforme. Je portais une robe noire simple, et élégante. Coupée avec une précision toute militaire. C'était ma propre armure. Ma présence a provoqué une vague de murmures, à travers la foule. J'étais le fantôme du banquet, la fille en disgrâce, qui était censée avoir sombré dans l'obscurité. J'ai ignoré les regards furtifs. Ma concentration était verrouillée sur le podium, à l'autre bout de la salle. Sarafina était dans son élément. Elle glissait à travers la pièce, comme une reine acceptant les hommages de sa cour. Le moment venu, elle est montée sur scène, baignée par un projecteur chaleureux. Elle a parlé avec éloquence de l'héritage, de la philanthropie, et de l'importance de la famille. De mon point de vue, je pouvais voir Julian et Kalin, qui se tenaient juste à côté de la scène. Julian avait l'air suffisant. C'était l'héritier présomptif. Kalin, quant à elle,
était pâle, les mains serrées le long du corps. Ma mère a levé sa flûte de champagne. À l'héritage durable, des familles Blackwood et Bruce, a-t-elle déclaré. C'était notre signal. Comme si elle avait reçu un ordre silencieux, Caline Vance s'est éloignée de Julian. Elle a marché jusqu'au bord de la Seine. Son uniforme de l'armée de l'air créait une entaille bleue frappante, contre ce décor opulent. Un technicien, l'un des contacts d'Eri, lui a discrètement tendu un microphone sans fil. Elle a descendu les marches, et s'est dirigée droit vers moi. La salle s'est tue. Un silence perplexe est descendu sur la foule. Elle s'est arrêtée à 1 mètre de moi. Dans le silence de mort du temple de Dandour, elle a rassemblé ses talons, et a exécuté un salut militaire. Tellement net, tellement parfait, qu'il semblait fendre l'air. Sa voix, amplifiée par le microphone, a résonné. Claire et forte. Emplie d'un respect inébranlable, qui défiait tous les mensonges que ma mère avait un jour pu proférer. Major Général Bruce, a-t-elle dit, c'est un honneur. Un halètement collectif a traversé la salle. Avant que quiconque ne puisse assimiler ce qui se passait, la phase 2 a commencé. L'immense écran derrière ma mère, qui affichait le logo de la fondation, a vacillé, puis a changé. Le dossier, notre dossier, a pris vie. D'abord, les emails. Des copies numérisées de la correspondance entre Julian et Sarafina. Leur complot pour me déshériter était exposé au grand jour, à travers leurs propres mots. Ensuite, l'audio. La voix de Julian a empli la salle caverneuse. Des propos teintés de menaces et de condescendance. Même si tu ne fais que donner un coup de main, cette étoile de général sur ton épaule a encore de la valeur pour nous. La cupidité brute, et évidente dans sa voix, était indéniable. Les murmures de la foule se sont transformés en un grondement de choc et d'indignation. J'ai observé le visage de ma mère. Son sourire s'est figé, puis s'est effondré. Son visage s'est relâché. Toute couleur l'a déserté, jusqu'à devenir aussi blanc que les nappes. Le masque de la matriarche gracieuse venait de voler en éclats, révélant la vérité paniquée et hideuse qui se cachait en dessous. Ensuite, Monsieur Davis, mon avocat, s'est dirigé calmement vers la scène. Il a pris le microphone principal. Mesdames et messieurs, a-t-il dit, sa voix tranchant à travers le brouhaha. À la lumière de ces révélations, j'ai une annonce légale à faire, au nom de ma cliente, la générale Heidi Bruce. Il a levé un document. Ceci est un codicile juridiquement contraignant, au dernier testament du colonel Sterling Bruce. Il stipule que l'intégralité de sa succession personnelle, y compris l'acte de propriété du domaine de Greenwich, doit être immédiatement transféré dans une fiducie privée. Il a fait une pause, pour ménager l'effet dramatique. L'unique fiduciaire de ce fonds, disposant de l'autorité absolue et finale, est sa fille, le major général Heidi Bruce. Le barrage a cédé. La salle a explosé, dans un maelstrom de bruit. Sarafina a vacillé en arrière, sa main volant à sa gorge, comme si elle n'arrivait plus à respirer. Julian, le visage déformé par un masque d'incrédulité et de fureur, a tenté de s'éclipser. Mais une horde de journalistes, alertés par un renseignement opportun d'Eri, s'est abattue sur lui. Les flashs de leurs appareils photo crépitaient comme des éclairs. Au milieu du chaos, j'ai monté les marches, et je me suis avancé sur la scène. J'ai doucement pris le microphone, des mains molles et résignées de ma mère. Je ne l'ai pas regardé. Je n'en avais pas besoin. J'ai fait face aux centaines de visages sous le choc. Les piliers de la société new-yorkaise. Ceux qui avaient assisté à mon exécution publique. Ma voix était calme, claire, et portait tout le poids de l'autorité d'une vie entière de commandement. L'honneur, ai-je dit, n'est pas quelque chose dont on hérite par testament, ou que l'on achète lors d'une vente aux enchères. C'est quelque chose que l'on bâtit, jour après jour, par ses propres actions. J'ai fait une pause, laissant mon regard balayer la salle. Le véritable héritage de mon père, n'était pas son portefeuille financier. C'était son service, son intégrité, son honneur. J'ai regardé vers le fond de la salle, où Eri se tenait debout. Il m'a adressé un signe de tête presque imperceptible. Et ce soir, j'ai terminé. Cet héritage a été sécurisé. J'ai reposé soigneusement le microphone sur le pupitre. Je n'ai pas couru. Je n'ai pas exulté. Je me suis simplement retourné. J'ai descendu les marches,
et je suis sorti de la salle à grands pas, laissant derrière moi les ruines fumantes de l'empire de ma mère. La bataille était terminée. La victoire n'est pas toujours synonyme de parade triomphale. Parfois, c'est juste le silence qui suit une guerre longue et brutale. Le lendemain matin du gala, la nouvelle de l'implosion publique de la famille Blackwood était partout. Placardée en couverture du New York Post, décortiquée dans les émissions d'information matinales. Je m'attendais à ressentir une certaine euphorie, un sentiment de vengeance accomplie. Au lieu de cela, je me sentais juste vide. C'était l'épuisement profond et viscéral d'un soldat, après une campagne éreintante. Quand l'adrénaline est retombée, et que seul le silence subsiste. Mon téléphone est devenu une ligne de front à lui seul. Il vibrait sans cesse, sous une avalanche de SMS de Julian. Chacun étant plus virulent que le précédent. C'était un torrent de pure rage non diluée. Il m'accusait d'avoir ruiné sa vie. D'avoir détruit la famille. D'être un monstre égoïste et ingrat. Il ne prenait aucune responsabilité. Dans son monde, c'était lui la victime. Quant à ma mère, il n'y avait que le silence. Un silence froid et accablant, qui était, d'une certaine manière, plus assourdissant que les diatribes de Julian. Je n'ai pas répondu. J'ai éteint le téléphone, et je l'ai mis dans un tiroir. J'ai passé la journée entière dans mon petit appartement. Juste assis sur une chaise près de la fenêtre, à regarder le monde continuer de tourner, sans moi. Je ne célébrais pas une victoire. Je pleurais une perte. Non pas la perte de ma mère ou de mon frère, tels qu'ils étaient. Mais la perte de l'idée que je me faisais d'eux. Je pleurais la famille que j'avais toujours souhaité avoir. Celle qui n'avait jamais réellement existé, en dehors de mon propre espoir désespéré. La mort définitive, et finale de cette illusion, a laissé un vide en moi. Et je savais que c'était un espace qu'il fallait ressentir, et non combler. Quelques semaines plus tard, Harry m'a envoyé un livre. C'était Le pouvoir de la vulnérabilité, de Brené Brown. Lecture obligatoire pour tous les guerriers modernes, disait son mot. J'ai commencé à lire. Sur la vulnérabilité, le courage, et le pouvoir de s'approprier sa propre histoire. C'était un manuel de champ de bataille, mais d'un genre différent. Un manuel qui vous apprend à naviguer sur le terrain de votre propre cœur. C'est pendant que je lisais ce livre que l'on a frappé à la porte. J'ai ouvert, pour trouver ma mère qui se tenait là. La Sarafina Blackwood, qui avait régné sur la société new-yorkaise, avait disparu. À sa place se trouvait une femme diminuée. Ses vêtements coûteux semblaient mal ajustés, sur sa silhouette désormais voûtée. L'arrogance avait fait place à une panique brute et désespérée. Elle a commencé à pleurer. Des sanglots brouillons étaient à trop. Heidi, s'il te plaît, a-t-elle supplié, ses mains tordant la lanière de son sac à main de créateur. Tu dois me pardonner. Annule tout ça. Dis aux avocats d'arrêter. Elle a regardé autour d'elle dans mon petit appartement. Toujours avec dédain, même dans son désespoir. Ils vont prendre la maison. Ma maison. Je n'ai nulle part d'autre où aller. J'ai regardé ma mère. La femme qui m'avait causé toute une vie de souffrance. Et je n'ai rien ressenti. La colère avait disparu. La blessure n'était plus qu'un écho lointain. Tout ce qui restait, c'était une profonde, hélas, pitié. Je voyais une petite femme effrayée. Une femme qui avait bâti toute son identité sur des fondations d'argent et de mensonges. Et maintenant que tout s'écroulait, il ne lui restait plus rien. J'ai parlé, et ma voix était calme. Non pas de la froideur d'un soldat. Mais avec la force tranquille, de quelqu'un qui avait enfin trouvé la paix. Je te pardonne, mère. Une lueur de triomphe s'est allumée dans ses yeux. Tu me pardonnes? Oui, ai-je dit. Je te pardonne de ne pas avoir été la mère dont j'avais besoin. Mais le pardon ne signifie pas la réconciliation. Cela ne signifie pas effacer ce qui a été fait. J'ai pris une petite inspiration pour me stabiliser. Je ne peux pas te laisser revenir dans ma vie. La limite est définitive. J'ai refermé doucement la porte. Le léger clic du loquet a résonné dans le couloir. Ce fut l'acte de préservation de soi, le plus difficile, et le plus nécessaire, que j'ai jamais accompli. Je me suis adossé contre la porte, le bois frais contre mon dos. Et pour la première fois, j'ai ressenti la véritable signification de la liberté. Il ne s'agissait pas de gagner.
Il s'agissait de ne plus avoir à se battre. Le lendemain, j'ai rencontré Monsieur Davis. Avec l'autorité légale accordée par le codicille de mon père, je lui ai donné ces nouvelles instructions. Nous n'allions pas vendre la maison. Nous n'allions pas expulser ma mère. Nous allions créer une nouvelle entité, la Fondation pour l'héritage du colonel Sterling Bruce. Sa mission serait de fournir des bourses d'études universitaires aux enfants des soldats tombés au combat, ou blessés. Son financement proviendrait entièrement des actifs de la fiducie de mon père. Monsieur Davis a élaboré le cadre juridique. Sarafina serait autorisée à rester dans la maison de Greenwich, en tant que locataire. Mais, elle serait tenue de payer chaque mois un loyer, au juste prix du marché. Un chèque, rédigé non pas à mon ordre, mais directement à l'ordre de la Fondation. Dans une ultime, et magnifique ironie du sort, la femme qui avait passé sa vie à mépriser les valeurs du service militaire, allait désormais passer le reste de ses jours à financer, sans le vouloir, l'avenir des familles mêmes qu'il incarnait. Ces chèques de loyer allaient devenir le symbole de sa défaite. Un tribut mensuel, rendu à l'honneur qu'elle ne pourrait jamais comprendre. Ce n'était pas de la vengeance. C'était de la justice. Et c'était un nouveau départ. Une année s'est écoulée. Ma nouvelle vie n'avait plus la tension extrême d'une zone de guerre. Ni le drame opulent d'un domaine à Greenwich. C'était tranquille. C'était stable. Et c'était la mienne. Le siège de la Fondation pour l'héritage du colonel Sterling Bruce n'était pas une tour de bureaux étincelante. Mais un espace modeste, loué à Alexandria, avec une belle lumière naturelle. Et l'arôme agréable, et constant, de café fraîchement moulu. Mon bureau n'était plus encombré d'évaluations stratégiques, ni de rapports sur les mouvements de troupes. Au lieu de cela, il était recouvert de quelque chose de bien plus important. Des lettres. Il s'agissait de lettres manuscrites. La plupart étaient écrites avec l'application, et la sincérité, d'adolescents. Certaines étaient décorées de dessins au crayon, ou d'autocollants. Elles provenaient de la première promotion des boursiers. Les fils et les filles de soldats, qui avaient fait le sacrifice ultime. Ou de ceux qui étaient rentrés blessés, dans leur corps ou dans leur esprit. Je les ai toutes lues. L'une après l'autre. Un jeune homme du Texas, dont le père était un soldat blessé, étudiait désormais l'ingénierie à l'université Texas A&M. Une jeune femme de Californie, dont la mère était morte dans un accident d'hélicoptère en Irak, en était à sa première année d'école d'infirmière. Une lettre, écrite sur une feuille de cahier à lignes, m'a fait marquer une pause. Elle venait d'une jeune fille de la campagne de Pennsylvanie. « Cher général Bruce, disait-elle. Ma maman m'a dit de vous dire, que grâce à cette bourse, je suis la première personne de notre famille à aller à l'université. Elle dit que mon papa serait tellement fier de moi, en me regardant depuis le paradis. » J'ai tracé l'écriture de la jeune fille, du bout du doigt. Ces lettres. Ces petits témoignages d'un espoir renouvelé, étaient les médailles les plus profondes que j'ai jamais gagnées. Elles étaient la preuve tangible que l'héritage de mon père, un héritage de service, était vivant et grandissait. Ma nouvelle famille s'était forgée, dans cette mission silencieuse. Harry et Kalin étaient des visiteurs fréquents. Kalin avait rompu ses fiançailles avec Julian, peu après le gala. Elle était désormais affectée au Pentagone. Et nous nous retrouvions souvent pour déjeuner. Nos conversations étaient faciles, et remplies de la compréhension mutuelle de notre monde. Harry, mon mentor, passait me voir avec des livres et des conseils stratégiques. Non pas pour faire la guerre, mais pour naviguer dans la complexité de la gestion d'une association à but non lucratif. Ils étaient ma famille, à présent. Une famille choisie non pas par les liens du sang, mais par des valeurs communes, et un respect mutuel. Un après-midi de printemps, une invitation officielle est arrivée. Elle venait de l'Académie militaire des États-Unis. Il me demandait d'être conférencière invitée pour les cadets de dernière année. Pour parler de leadership et d'éthique. Il voulait que je revienne à West Point. L'endroit même où mon parcours avait commencé. Se tenir sur la scène de l'auditorium, regardant cet océan d'uniformes gris impeccables, fut une expérience surréaliste. Je n'étais plus la jeune cadette, effrayée mais déterminée, que j'avais été autrefois. J'étais une générale. Une vétérane de guerres étrangères, et la survivante d'une guerre domestique. J'ai regardé leur visage. Si jeunes, si pleins de conviction, et de foi, dans les lignes claires qui séparent le bien du mal. Je savais que je devais leur dire la vérité, sur le champ de bataille le plus difficile qu'ils allaient jamais affronter.
L'acte le plus courageux, qu'un soldat puisse accomplir, ai-je commencé, ma voix résonnant légèrement dans le vaste hall. Ce n'est pas toujours d'affronter le feu de l'ennemi. Parfois, c'est de dire la vérité à ceux qui sont censés vous aimer. C'est tenir la ligne, quand cette ligne se trouve à l'intérieur de votre propre maison. J'ai laissé les mots s'imprégner. Votre honneur ne se trouve pas dans le grade sur votre épaule, ni dans les rubans sur votre poitrine. Cela ne sont que des reconnaissances pour votre service. Votre véritable honneur, votre honneur inattaquable, est une forteresse à l'intérieur de vous. C'est le seul morceau de terrain qu'aucun ennemi ne pourra jamais prendre. À moins que vous ne leur en ouvriez les portes. Gardez cette forteresse. Gardez-la au péril de votre vie, parce qu'elle est votre vie. Je n'ai pas parlé de tactique ou de stratégie. J'ai parlé de la guerre intérieure. La guerre pour sa propre âme. Plus tard dans la soirée, alors que le crépuscule s'installait sur la vallée de l'Hudson, j'ai marché seul, à travers la plaine de West Point. Le ciel était d'un bleu profond et velouté. Les premières étoiles du soir commençaient à apparaître. J'ai pensé à mon père. Et, pour la première fois, ce souvenir ne m'a apporté aucune douleur. Seulement une paix tranquille, et profonde. Je ne cherchais plus ces étoiles dans l'obscurité. J'avais appris à naviguer en suivant ma propre étoile. J'étais devenu l'étoile discrète de mon père, silencieuse et inébranlable. Je n'avais pas bâti un empire, comme Julien l'avait rêvé. Ni dominé la scène mondaine, comme ma mère. Mon héritage ne s'écrivait pas dans le cours des actions, ou dans les gros titres des journaux. Il s'écrivait dans l'avenir de ses enfants. Dans les lettres sur mon bureau. Dans l'intégrité silencieuse, d'une vie enfin réappropriée. C'était une lumière plus petite, peut-être. Mais c'était une lumière véritable. Et je savais, avec une certitude qui emplissait tout mon être, qu'elle était assez forte, pour guider d'autres personnes vers leur maison. J'ai levé les yeux vers le ciel crépusculaire, et j'ai souri. Ce n'était pas un sourire de victoire, ou de revanche. C'était un sourire de liberté, pur et simple. Mon histoire est terminée. Mais la vôtre, peut-être, ne fait que commencer. J'ai appris que mon honneur était une forteresse. Et que je me devais d'en être le plus fervent défenseur. Quelle est la forteresse à l'intérieur de vous, qui a besoin d'être défendue? Sachez que vous n'êtes pas seul dans votre bataille. Il y a d'innombrables étoiles discrètes autour de vous. Des personnes stables, et sincères, qui vous comprennent. Si mon histoire a résonné en vous, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Nom de la chaîne. Ici, nous partageons des histoires vraies. Des histoires qui nous rappellent notre propre force. Et ce courage silencieux, qu'il faut pour reprendre le contrôle de nos vies. Vous êtes vus. Vous êtes entendus.